Je voudrais tout d'abord remercier tous les témoins d'être présents aujourd'hui pour nous éclairer de leurs connaissances. Une question qui m'intrigue depuis le début, est-ce que cette loi a déjà été appliquée depuis son instauration? Ma question s'adresse à tout le monde. J'ai dit d'entrée de jeu qu'on s'en est seulement servi pour tenir une enquête pour M. Rayad et savoir ce qu'il dirait dans l'affaire Arindia. Que l'utilisation de la loi a été efficace? Non, c'est tout à fait inefficace. Ça n'a jamais été adopté. La Cour suprême a déterminé si c'était constitutionnel ou pas. Donc, on n'a jamais témoigné dans une enquête d'investigation. On a essayé de le faire en plein cœur du procès. On n'a pas eu de procès préliminaire. Il y a eu une accusation directe. S'il y avait eu un procès, une audience préliminaire, on pourrait savoir ce qu'on souhaitait dire pendant le procès. D'utilisation de la loi et au bout du compte, ça n'a servi à rien, ce que je comprends. Well, it was useless. Eh bien, ça a été inutile et on s'en est servi d'une façon dont on ne s'attendait pas. Personne n'avait songé à ce que lors d'un procès, on passe à une audience d'investigation pour comprendre ce qui se passe. De votre témoignage, M. Copeland, et puis aussi des autres, c'est qu'avec le code actuel, on serait tout à fait capable de, disons, gérer tout, je ne pourrais pas dire gérer, mais de pouvoir contrôler s'il y a éventuellement attaque terroriste ou complot terroriste. D'ailleurs, le complot existe dans le code criminel, on n'a pas réinventé la roue. On n'a pas vraiment besoin d'une disposition particulière pour le phénomène du terrorisme, quoi. But for me to answer that question, Pour que je puisse répondre à cette question, il faudrait savoir où vous vous situez dans le processus. Si on parle de gens qui sont accusés de tentative pour commettre un acte terroriste, eh bien, je ne sais pas pourquoi on aurait besoin d'éléments de preuve avant de les arrêter. Je n'ai pas vu de circonstances où une audience d'investigation pourrait être utile. Ou comme l'a dit M. Forsessi, on révèle les éléments de notre enquête dès qu'on arrête quelqu'un. Et je suppose que quiconque participe à cette activité criminelle se sauverait, s'échapperait ou serait arrêté, ou peut-être les deux. Quant à moi, je pense que le code est assez riche en instructions pour qu'on puisse l'utiliser. Monsieur Forsis, vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'un écart qui n'aurait pas été comblé. Pouvez être plus précis, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par cet écart-là? this is the narrow gap that Il s'agit du mince écart-là que j'ai mentionné plus tôt. Eh bien, écoutez, la façon dont le C-17 est rédigé en matière de détention préventive, ça permet aux forces de l'ordre, lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il y aura une attaque terroriste, de détenir des gens pour lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire que s'ils les mettent en détention, cela empêchera l'acte de se produire. Actuellement, on ne doit mettre en détention des gens que lorsqu'on a des motifs raisonnables de croire qu'il se passe quelque chose. Alors, cette disposition rabaisse le niveau relatif au motif raisonnable de croire que quelque chose se passera. Lorsque les forces policières pensent qu'il y a une attaque imminente et qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment d'éléments de preuve pour accuser une personne, ils n'ont qu'un soupçon, ils soupçonnent. Alors à ce moment-là, selon moi, ça remplit l'écart dont j'ai mentionné. Je vous ai donné les faits à cet égard. Est-ce que ça répond à votre question? Si, pour d'autres questions, le chef du SCRS